J'ai apporté une petite variante à ce que m'avait proposé Armand de Riclès, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de Bateson à Waddington, je vais parler de Darwin à Gould. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Evo-Devo? L'Evo-Devo, c'est la génétique comparée du développement. C'est une discipline finalement des sciences de l'évolution qui est relativement récente, qui n'a pas guère plus de 20 ans, et qui évidemment n'a pu se développer qu'à partir du moment où la génétique du développement elle-même était suffisamment développée. Alors, mon propos ici, c'est de vous montrer que certains des concepts qui sont parfois discutés, en tout cas qui sont utilisés et discutés, parfois discutables, de l'Evo-Devo d'aujourd'hui, en fait, eh bien, on en trouve des plagiats, des plagiats intemporels, en quelque sorte, déjà dans les grands auteurs du passé. Et comme à tout seigneur, tout honneur, d'abord Darwin, ensuite j'ai parlé de Bateson, de Thomas Hunt Morgan, de Richard Goldschmidt, Gavin de Beer et Conrad Waddington, et pour finir, comme je l'ai dit, de Stephen Jay Gould. Alors, pour ce qui est de Darwin, je vais insister sur 3 points: l'importance des caractères du développement, le bricolage de l'évolution et le changement de fonction. L'importance des caractères du développement, Darwin la souligne spécialement, particulièrement, pas seulement, mais particulièrement, dans le chapitre 13, qui est celui consacré à la classification, et il dit la structure de l'embryon est peut-être plus importante pour la classification que celle de l'adulte. Et d'autre part, la communauté des structures de l'embryon révèle la communauté d'ascendance. En fait, donc l'importance de ces caractères du développement, en fait, pour lui, le caractère embryonnaire inclut les caractères larvaires aussi. Les caractères du développement, pour l'établissement de la classification, et comme il l'a dit, pour lui, la classification est généalogique, c'est-à-dire pour l'établissement des phylogénies, est très importante. C'est un conseil que Darwin explicitement donne à ses contemporains, mais dont nos contemporains, finalement, malheureusement, ne suivent pas toujours. Et il serait intéressant de renforcer ce conseil. Le bricolage de l'évolution. Donc, 100 ans avant François Jacob, j'ai trouvé dans la fécondation des orchidées de Darwin cette phrase qui me paraît tout à fait merveilleuse. Bien qu'un organe ne soit pas originellement, à l'origine, formé pour un but particulier, il peut servir maintenant pour cette fin, et nous sommes donc justifiés de penser qu'il a été construit pour cela. De la même façon, si un homme fait une machine pour un but particulier et utilise pour cela des vieilles roues, des vieilles poulies, des vieilles cordes, eh bien, mais seulement légèrement modifiées, toute la machine, avec toutes ses parties, on peut dire qu'elle a été spécialement conçue pour ce but. Donc on est exactement dans le bricolage, l'image du bricolage de l'évolution, qui est maintenant popularisée après l'article de François Jacob de 1977. Et il en conclut que durant toute la nature, chaque partie de chaque être vivant a probablement servi, avec des modifications légères, pour différentes fonctions. Et que la machinerie vivante est en fait composée de plusieurs pièces distinctes et de formes spécifiques. Le changement de fonction. Alors, le changement de fonction, Darwin dit, si on considère les transitions des organismes, il est très important de garder à l'esprit la probabilité de conversion d'une fonction en une autre. Donc ça, c'est déjà en quelque sorte le plagiat préexistant des concepts de préformation de Lucien Queneau et d'exaptation de Stephen Gould. Quant à Bateson, il est connu beaucoup pour son livre de 1894 sur les matériaux pour
pour servir de base à l'étude de la variation, et je vais insister sur 3 points: son antigradualisme, l'homéose et la génétique, finalement son intérêt pour la génétique. Alors, les matériaux, son livre de 1894, ce qui est vraiment très célèbre aujourd'hui, s'appelle « Matériaux pour l'étude de la variation ». Mais le sous-titre est traité avec un regard particulier pour la discontinuité dans l'origine des espèces. Et effectivement, tout l'ouvrage est un plaidoyer anti-gradualiste contre le gradualisme de Darwin. Et en fait, c'est à ce propos-là qu'il souligne certains variants. Il donne beaucoup d'exemples de variants qu'il a observés dans la nature ou qu'il a retrouvés dans la littérature de ses contemporains, et il définit à cette occasion l'homéose. L'homéose comme le phénomène essentiel n'est pas seulement qu'il y a un changement, mais que certaines parties ont été changées dans l'apparence d'autres parties, et donc des choses reconnaissables. Donc, autrement dit, l'homéose, ce n'est pas une difformité quelconque, c'est le changement d'une partie du corps, mettons, ou pour les végétaux, parce qu'il donne aussi des exemples chez les végétaux, d'une partie du plan de l'organisme dans une autre partie reconnaissable. Enfin, et là il donne un exemple, j'ai pris cet exemple qui est un hyménoptère, mais dont on voit le changement de l'antenne en pâte, et la caractéristique de ce changement, c'est la présence de pinces à l'extrémité de l'antenne homéotique, et ces pinces, ces griffes, sont caractéristiques en fait des pattes et non pas des antennes chez les insectes. Ça fait penser évidemment au fameux mutant de la mouche qui est appelé Antennapédia, où il y a la transformation similaire. Alors, dès son livre de 1894, Bateson manifeste son intérêt pour la génétique, et dans un sens, il prédit l'avènement de la génétique en disant la seule façon dont nous pouvons espérer d'arriver à la vérité en ce qui concerne la transmission des caractères, c'est par l'organisation d'expériences systématiques de croisement. Et tôt ou tard, de telles recherches vont être entreprises, et bientôt nous pourrons le savoir. Effectivement, ce n'est pas étonnant qu'en 1900, quand paraissent les comptes rendus de ce qu'on a appelé la redécouverte des lois de Mendel, Bateson tombe sur l'article de De Vries, et la légende dit qu'en lisant cet article, en allant faire cette conférence à la Société d'horticulture, eh bien, il a décidé de changer son exposé et de présenter les travaux de Mendel. Et effectivement, le compte-rendu, qu'il a probablement écrit après, il décrit à son auditoire, et c'est déjà donc en 1900, l'année même de la publication des 3 mémoires dont on nous a parlé, il décrit les travaux de Mendel, en donnant vraiment tous les détails. Et alors, sa conclusion, en fait, c'est la première phrase, c'est pas une conclusion, mais à mon avis, c'est une conclusion, mais c'est la première phrase de son texte. Il dit « La détermination exacte des lois de l'hérédité va probablement apporter plus de changements dans les points de vue de l'homme dans le monde et son pouvoir sur la nature que n'importe quelle autre avancée dans les sciences naturelles. » Alors, ça nous mène directement, évidemment, à la génétique de Morgan, et il faut souligner que Morgan, avant de s'intéresser à la drosophile, était un zoologiste et un embryologiste. Et en fait, il a continué ses travaux d'embryologie tout au long, tout en laissant ses étudiants travailler sur la drosophile. Il a continué, lui, à faire aussi, de son côté, des expériences d'embryologie et de zoologie, finalement, de zoologie expérimentale. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit, il a reçu avec Sturtevant et Biddle, ses élèves, le prix Nobel en 1933 pour ses travaux de génétique, et il écrit embryologie et génétique à la suite de ça. Et donc, c'est là-dessus que je vais parler, et il faut voir
que déjà dans la théorie du gène, un ouvrage qu'il a écrit en 1928, il s'élève contre des conceptions simplistes de la génétique et contre l'illusion que chaque caractère mutant est l'effet d'un seul gène, et donc que chaque caractère a un seul représentant dans le matériel germinal. Et au contraire, l'étude de l'embryologie montre que chaque organe est le produit culminant d'une longue série de processus, et que chacune de ces étapes implique chacune de ces étapes du développement d'un seul organe implique en fait l'action d'un grand nombre de gènes, et donc il ne peut pas y avoir dans le plasma germinatif un seul, le représentant unique d'un organe, de tout un organe dans le corps. Donc il a une conception de la génétique qui est loin d'être aussi simpliste que celle qu'on voit parfois aujourd'hui encore, non seulement malheureusement dans des journaux, mais dans l'esprit de certains biologistes et génomistes, disons, d'aujourd'hui. Et alors, comme la question est celle du rapport entre le génotype et le phénotype, il dit la question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment le gène produit ses effets dans le cytoplasme des cellules, et parce que c'est dans ce cytoplasme que le caractère se manifeste. Et très sagement, il dit la réponse devra attendre que des preuves viennent de la recherche expérimentale. Il ne donne pas de réponse. Et en fait, on peut, en vrai dire, à certains niveaux, eh bien, la question du rapport entre le génotype et le phénotype, eh bien, surtout quand il s'agit de la construction des organes au cours du développement, eh bien, reste encore ouverte. Et on n'a toujours pas la réponse. Maintenant, je vais passer à Richard Goldschmidt. Et Richard Goldschmidt, je vais insister sur plusieurs des points, bien qu'il y en ait d'autres sur lesquels on aurait pu parler. Les gènes de contrôle, le monstre prometteur et l'importance évolutive de l'homéose. Alors, les gènes de contrôle, Richard Goldschmidt appelle ça des rate genes, et il dit le gène mutant produit son effet, et la différence donc avec le type sauvage, en changeant le taux de processus partiel du développement. Donc en fait, essentiellement, Goldschmidt est intéressé par la fonction du gène, et pour lui, la fonction du gène, c'est le développement. Et donc ça peut être des taux de croissance ou de différenciation, des taux de production des matières nécessaires à la différenciation, des taux de réaction conduisant à des processus physiques ou chimiques définis, à des moments définis du développement, des taux de ces processus qui sont des processus qui sont responsables de la répartition des potentiels embryonnaires à des temps définis. Donc c'est vraiment une description des différentes voies de développement et comment les gènes peuvent intervenir à toutes ces étapes. Et une chose pour laquelle, qui a rendu, pour son malheur parfois, Richard Goldschmidt célèbre, c'est l'idée du monstre prometteur, qu'il a évoqué en 1933 dans une conférence internationale à Chicago. Et il dit l'importance, il ne faut pas négliger en quelque sorte l'importance d'événements rares, de mutations rares, mais avec des conséquences importantes qui peuvent affecter des étapes décisives du processus embryonnaire et qui peuvent donner naissance à ce qu'on peut appeler des monstres prometteurs, des monstres pour lesquels, finalement, qui pourront donner naissance à une lignée évolutive qui pourrait remplir une niche environnementale vide. Et il dit il ne faut pas oublier que ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un monstre pourrait devenir pourrait être demain à l'origine d'une lignée spéciale, d'une lignée pour une adaptation particulière. Et il souligne que le basset et le bulldog sont des monstres, et les premiers reptiles avec des membres réduits ou
ou des espèces de poissons avec des têtes de bulldog sont aussi des monstres. Et il insiste sur bon, l'exemple, il donne plusieurs exemples de monstres, dont celui de l'Archéoptérix, mais je vais passer particulièrement sur celui qu'il évoque, donc des reptiles, c'est-à-dire des squamates, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les squamates, et donc les lézards et les serpents, et la perte fréquente des pattes chez ces êtres qui sont au départ des tétrapodes. Donc, en fait, cette hypothèse de Goldschmidt a été aujourd'hui confirmée de deux façons. D'une part, par l'analyse phylogénétique des squamates, qui a montré qu'il y a une corrélation entre les deux événements auxquels Goldschmidt fait allusion, c'est-à-dire la réduction des pattes et l'allongement du corps, et on va voir que c'est lié à la question de l'homéose et de la segmentation qu'il évoque dans un ouvrage qui est important, qui est The Material Basis of Evolution. Et il dit que ce sont des faits qui peuvent lier la génétique, le développement et l'évolution. Et donc, d'une certaine façon, c'est l'objet de cette nouvelle discipline scientifique qu'on appelle aujourd'hui Evo-Devo. Et il dit le cas de l'hypothèse que des formes qui ressemblent à des serpents, la formation de ces formes de serpents se passe par une augmentation de nombre de vertèbres et une dégénérescence, une réduction des extrémités, eh bien, en fait, il postule que ça peut se produire par un seul événement génétique qui affecterait à la fois le taux des structures de segmentation embryonnaire et aussi, qui est donc une seule étape, pourrait avoir donné les principaux éléments qui permettent ce genre d'adaptation. Donc, et en fait, ça a été prouvé aujourd'hui par l'analyse des corrélations dans les arbres phylogénétiques des squamates et aussi par des expériences, disons qu'il y a de fortes indications, puisque des expériences d'Evo-Devo ont pu montrer chez les boas, par exemple, que c'est les mêmes changements d'expression des gènes OX, d'un certain gène OX, qui a donc une mutation homéotique qui produit à la fois la réduction des membres et l'allongement du nombre de vertèbres thoraciques. Gavin de Baer, en fait, est important à cette époque parce que, contrairement à beaucoup de ses contemporains, il a lié la génétique et le développement, et en particulier sur deux points, l'homologie et l'hétérochronie. Alors, sur l'homologie, Gavin de Baer a été un précurseur et il a écrit « Il est clair que les caractères contrôlés par des gènes identiques ne sont pas nécessairement homologues. Il est clair que des caractères homologues ne sont pas contrôlés par des gènes identiques. Et donc, l'homologie des phénotypes n'implique pas l'homologie des génotypes. En cela, il est précurseur des idées actuelles de considérer l'homologie comme une question de degrés et qu'il faut considérer l'homologie à différents degrés d'organisation, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire et au niveau de l'organisme entier, disons, et que l'homologie à un niveau n'implique pas l'homologie à un autre niveau. Il écrit même l'analyse de ce concept d'homologie en termes de gènes uniques, du coup, tombe. Et donc, autrement dit, il réfute l'idée qu'on puisse définir l'homologie par l'homologie, finalement, d'un seul gène. Et ça, je pense qu'un certain nombre de savants tout à fait remarquables par ailleurs aujourd'hui, je pense à, évidemment, l'histoire de l'œil et du gène ALS, aurait bien fait de, finalement, se conforter avec la lecture de ce texte qui date donc de 70 ans aujourd'hui. À propos de l'hétérochronie, donc Gavin de Baer, dans son livre bien connu qui est Embryos and Ancestors, a beaucoup insisté sur la question de l'hétérochronie.
il écrit « La force des facteurs internes de développement peut varier et exercer leur effet à différents taux, avec le résultat que, dans le temps, l'apparition plutôt d'une structure peut être changée. » Et ce déplacement de ce genre de phénomène, donc d'apparition d'une structure, on peut l'appeler l'hétérochronie. Et il est possible donc que, sous des effets d'hétérochronie, eh bien, deux organes voient leur apparition inversée au cours du développement, et qu'en variant les taux dans lesquels les animaux deviennent matures, des structures adultes peuvent être réduites à des vestiges et finalement éliminées, et des structures juvéniles peuvent s'observer chez l'adulte. Et maintenant, j'ai passé à Conrad Waddington, et je parlais de plusieurs points, le paysage épigénétique, la canalisation et l'assimilation génétique sont des concepts qui ont été formulés par Conrad Waddington et qui, de nos jours, finalement, trouvent beaucoup d'écho dans la biologie de l'évolution. Alors, le paysage épigénétique, eh bien, il est représenté, c'est une représentation symbolique du développement. Et c'est comme ça que Waddington définit le paysage épigénétique, et vous avez certainement rencontré déjà cette image. Il faut voir que, pour Waddington, le mot épigénétique n'a pas le sens de celui qu'on lui donne aujourd'hui. En fait, c'est plus proche du sens qui a été évoqué d'ailleurs ce matin, de celui du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la conception de la préformation. Donc l'épigénèse, j'ai pris une citation de son ami Joseph Needham, le développement d'un organisme par l'apparence de nouvelles structures et de nouvelles fonctions, par opposition à le développement et la croissance d'entités qui seraient déjà présentes dans l'œuf dès le début du développement. Donc c'est vraiment l'opposition préformationnisme contre épigénèse, et la conception du développement de Waddington, qui lui aussi était un embryologiste avant de devenir un généticien, eh bien, est donc une conception épigénétique dans le sens ancien. Et alors pour lui, c'est à ce point vrai que ce n'est pas opposé finalement, sa conception d'épigénèse n'est pas opposée à la conception génétique, c'est qu'il parle du rôle des gènes dans l'épigénèse. Et il montre à un autre endroit de son œuvre, dans Principles of Embryology, une autre vue du paysage épigénétique, dans lequel les différentes vallées du paysage sont reliées à ce que vous voyez en bas. Les petits traits que vous voyez en bas sont les gènes. Et donc, on a chaque vallée est reliée non seulement à un gène, mais à plusieurs gènes, et les gènes sont reliés entre eux. On a un réseau de gènes. Le développement d'un organe ou d'une substance complexe se fait par une série d'étapes, et chacune de ces étapes est affectée par des gènes. On revoit une chose que Morgan avait dite. Et à chaque étape, il y a plusieurs gènes qui agissent, et donc le développement qui se produit est le résultat de l'équilibre entre les réactions, les tendances opposées, on pense répressives et inductrices, des gènes. Alors, le deuxième concept fondamental qu'a apporté Waddington, c'est celui de la canalisation. Il dit les réactions du développement, telles qu'elles apparaissent dans des organismes soumis à la sélection naturelle, sont en général canalisées. Cela veut dire qu'elles sont ajustées de telle sorte qu'elles produisent un résultat final défini, quelles que soient les variations mineures dans les conditions qui peuvent se produire dans le cours de ces réactions de développement. Et c'est donc, quelles que soient les variations mineures, il s'agit de variations de l'environnement ou de variations génétiques. Et donc, les preuves pour cela proviennent de deux
finalement de deux côtés, le côté de l'embryologie et le côté de la génétique. Et en ce qui concerne le côté génétique, la canalisation, ou peut-être, il vaudrait mieux dire, l'effet tampon de génotype est clairement mis en évidence par la constance du type sauvage. Un autre concept directement lié à celui de la canalisation, en fait, dans l'esprit de Waddington, est celui de l'assimilation. L'assimilation génétique, et il a montré finalement cette assimilation génétique en induisant des phénocopies, soit par l'action de la température, soit par l'action des vapeurs d'éther sur les drosophiles, dans des expériences qui sont citées ici. Et en fait, le terme de phénocopie est aussi quelque chose qui a été créé par Goldschmidt, et donc on voit le rapport entre ces deux individus qui sont à peu près contemporains. L'assimilation génétique est le nom que j'ai proposé, c'est Waddington qui parle, pour un processus dans lequel des caractères qui sont originellement des caractères acquis, dans le sens conventionnel, peuvent se convertir par un processus de sélection qui agit sur plusieurs ou un très grand nombre de générations sur la population concernée et devenir des caractères hérités. Et en fait, dans les expériences qu'il a faites, en particulier sur l'assimilation génétique du phénotype bithorax, il suffit d'une dizaine de générations de sélection pour obtenir le caractère assimilé, c'est-à-dire transmissible génétiquement en absence de l'agent qui provoque la phénocopie. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de néolamarckisme, et les arguments de Waddington qui sous-tendent l'assimilation génétique, en fait, sont des arguments qui sont orthodoxes du point de vue de la génétique et de l'embryologie. Et de fait, eh bien, il proposait, par exemple, pour l'assimilation du phénotype bithorax, que c'était lié à un polymorphisme dans la population traitée au niveau du locus bithorax, et qui avait été isolé précédemment chez la drosophile. Et en fait, ça a été démontré récemment par Greg Gibson et Hogness il y a quelques années, sur le plan moléculaire. C'est-à-dire qu'ils ont Greg Gibson a refait les mêmes expériences que celles, il a suivi le même protocole que Waddington, il a répété finalement l'assimilation, et l'analyse moléculaire montrait qu'on avait sélectionné de cette façon-là certains caractères polymorphes qui étaient présents au locus bithorax à l'origine de la population traitée. Alors enfin, j'ai parlé de Gould, et sur plusieurs points, les contraintes architecturales du développement, l'importance de l'hétérochronie du développement, l'exaptation et la nouvelle synthèse. Alors, les contraintes architecturales du développement, c'est le fameux article de 1979 de Gould et Lewontin, dans lequel ils ont pris comme métaphore les pendentifs de la basilique Saint-Marc à Venise, et pour leur critique du programme adaptationniste. Et en fait, ils vont jusqu'à dire les contraintes, qui sont donc des contraintes internes, on a évoqué sa question ce matin, en fait, liées à l'architecture du développement et à l'architecture de l'organisme, réduisent les chemins possibles et les modes de changement de l'évolution de manière si importante qu'aujourd'hui, les contraintes elles-mêmes deviennent l'aspect le plus intéressant de l'évolution. Alors, pour vous montrer ici de quoi il s'agit, vous avez le dôme, un des dômes de la basilique Saint-Marc, et les pendentifs dont il est question sont les triangles que vous voyez donc à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, et qui sont décorés. Et donc l'argument de Gould et Lewontin, c'est de dire que ces pendentifs n'ont pas été créés pour la décoration, mais pour une autre fonction. Et donc on retrouve l'idée du changement de fonction de Darwin, et
et en fait, donc, l'importance de ce type de contraintes, finalement, architecturales et de changement de fonction dans l'évolution. Dans Ontogénie et phylogénie, Gould, finalement, reprend la question de l'hétérochronie, et d'ailleurs, il rend un hommage à Kevin Debert, mais il formalise, Armand connaît très bien la question, il formalise les questions d'hétérochronie en proposant un modèle en forme d'horloge de l'hétérochronie, en disant le point principal, en fait, de l'argumentation de Gould, c'est de dire qu'il faut déconnecter la taille et la forme, et dans l'évolution, que ça peut être des vecteurs indépendants qui opèrent durant le temps de vie d'un organisme, et pour formaliser cela, il a représenté, donc sous forme d'une horloge semi-circulaire avec deux aiguilles. Une des aiguilles représente la mesure de la taille, l'autre aiguille la mesure de la forme, et les deux peuvent être déconnectés de leur relation chez l'ancêtre. Et en fait, il y a donc une autre coordonnée dans ce modèle, c'est l'âge du développement. Et en fait, pratiquement, c'est essentiellement dans les exemples qu'il prend, c'est l'âge de la maturité sexuelle. Et donc, voilà l'une des horloges dans lesquelles on a progénèse, c'est-à-dire qu'en fait, tout est avancé. L'âge, vous avez en bas, ce qui est en gris, c'est le juvénile, ce qui est en blanc, c'est l'adulte, et on voit que à la fois la forme et la taille sont avancées. Et on va faire cliquer l'horloge pour vous montrer les différentes possibilités, en fait une partie d'entre elles. Voilà, c'est donc le modèle de Gould. Alors, en fait, un autre concept qu'a apporté Gould, celui de l'exaptation. Et avec Elisabeth Vra, il a suggéré que les caractères qui ont été évolués pour d'autres fonctions, ou bien pour pas de fonction du tout, et plus tard cooptés pour leur rôle actuel, on peut les appeler des exaptations. Et donc on retrouve finalement le changement de fonction qui avait finalement envisagé Darwin, formalisé déjà par Lucien Queneau au début du XXe siècle sous la forme de préadaptation, et c'est un terme meilleur, effectivement, l'exaptation, et il explicite la différence entre adaptation et exaptation dans ce tableau. On voit que c'est la fonction, finalement, le changement de fonction qui signale qu'il s'agit bien d'une exaptation et non pas d'une adaptation. Enfin, Gould, toujours dans Ontogénie, dès 1977, donc en fait, propose une nouvelle synthèse. Il souligne la signification, l'importance pour l'évolution des changements dans la régulation génétique, la régulation des gènes, et il dit une compréhension de la régulation doit se trouver au centre de tout rapprochement entre la biologie moléculaire et la biologie de l'évolution, et la synthèse de ces deux biologies devra sûrement prendre place, si elle arrive, dans leur champ commun, qui est le développement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Autrement dit, il appelait de ses voeux la naissance de l'Evo-Devo. Je vous remercie. Alors, je voudrais dire, comme j'ai dû passer ces citations extrêmement rapidement, j'ai laissé mon adresse pour ceux qui voudraient avoir des détails complémentaires. Eh bien, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un message électronique à cette adresse. Je vous remercie.